Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. Nous sommes des militants libertaires, défendant les principes de la démocratie directe, de l'athéisme, du féminisme universaliste ou encore de l'internationalisme. Ces engagements, ces convictions ne sont pas des idéologies, à l'opposé de tous ceux qui, de plus en plus, enferment et galvaudent les idées d'émancipation sociale et individuelle. Nous nous réclamons de l'héritage européen des Lumières et des mouvements ouvriers. Nous nous revendiquons donc de la discussion authentique, de la recherche de la vérité et de l'attention à la réalité. Nous prenons l'intelligence où elle se trouve. Quel que soit leur camp, quel que soit leur grade ou leur éclat, invitant ceux qui nous semblent les faire vivre au risque de l'erreur, de l'errance, de l'échec. Hérétiques, nous ne cherchons pas à fonder une nouvelle église, plutôt à nourrir en chacun le goût et le plaisir de la liberté. Hérétique, épisode 1, partie 2. On reprend la discussion avec Xavier Laurent Salvador de l'Observatoire du décolonialisme. C'est un nihilisme, comme toute radicalité sectaire en fait. Alors, si tu veux, c'est ce qu'on voit à l'œuvre, en fait. C'est-à-dire, la radicalité sectaire, moi, j'avais fait un petit boulot là-dessus à partir du bouquin de Thuram, sur la pensée blanche, parce que les psychologues nous expliquent que une secte, ça fonctionne en 3 temps. Voilà, c'est la rupture narcissique, le premier élément, c'est-à-dire, libère-toi de ce que tu crois être. Alors évidemment, à partir du moment où on t'explique que tu n'es toi-même que la marionnette d'un système qui te dépasse, on t'amène à te déconstruire toi-même pour que tu deviennes autre chose. Tu n'es pas homme, tu n'es pas femme, tu n'es pas ce que tu crois être. Bon, très bien, c'est la rupture narcissique. Ça, c'est le processus sectaire. Tu n'es pas qui tu crois être. Le deuxième temps, c'est le clivage, non plus narcissique, mais social. C'est-à-dire, les gens qui pèsent sur toi t'empêchent de te révéler à ta véritable identité. Donc, libère-toi de cette mauvaise influence qui t'empêche de devenir ce que tu es. Vous voyez que la question de l'identité, qui n'était pas un enjeu marxiste, là, on rejoint l'individu dans ce qu'il a de plus fragile. Qui crois-tu que tu es ? Alors, c'était des processus de déstabilisation, voilà, mais enfin, qui crois-tu que tu es ? Donc, libère-toi de cette mauvaise influence et rejoins-nous. Le livre de Thuram est flagrant à cet égard, c'est tu te prends pour un blanc, tu n'es pas blanc, enlève ton masque blanc. Je crois que j'avais compté plus de 750 occurrences de l'expression enlève le masque. Vous voyez, qui pique à Fanon, hein, c'est voilà, le masque, la blanchité. Et donc de là découle l'annihilation. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes clivé dans ce que vous êtes, que vous êtes clivé de votre entourage, vous êtes potentiellement un djihadiste à ceinture ou un temple soleil à couteau. Ou un communautariste à tendance, je vais aller me faire péter comme Moon, quoi. Voilà. Et en fait, on voit bien que dans cette bouillie qui évidemment n'est pas structurante et ne permet pas à l'esprit de grandir, parce qu'il n'y a pas de pensée de l'histoire, il n'y a pas de pensée de la grandeur, il n'y a rien dans la structure qui t'amène à penser le mouvement dans lequel tu te construis, évidemment, on a là quelque chose qui a un peu à voir quand même avec ces mouvements sectaires. C'est assez dégueulasse en fait. Enfin. Oui, c'est assez clair qu'il y a au fond un mouvement qui est quasiment religieux, ouais, et qui reprend effectivement au marxisme ces éléments, et même au mouvement ouvrier, ces éléments millénaristes. D'accord. C'est-à-dire on va viser à abattre ce monde-là de manière plus ou moins radicale, et surgira derrière un monde nouveau dont on ne peut presque rien dire, et qui sera nécessairement meilleur. Ça, c'est vraiment le cœur du progressisme. Il y a une flèche du temps, et il suffit de détruire le monde tel qu'il existe, un autre surgira qui sera resplendissant. Voilà. Ça, c'est vraiment le langage des anticapitalistes depuis 50 ans. Ça, c'est vraiment une sorte de millénarisme très profond. Oui, d'accord. Et il me semble qu'il y a aussi une différence assez fondamentale avec la philosophie classique occidentale, et que la philosophie classique occidentale est une critique qui est tous azimuts. C'est-à-dire que c'est une critique de l'Occident, c'est une autocritique de l'Occident en fait. Oui. On peut voir ça comme ça. C'est l'Occident qui lui-même, oui, qui sécrète sa propre critique. Voilà. C'est assez rare dans l'histoire de l'humanité. Et c'est ça qu'il faut sauvegarder, à mon avis. Mais c'est aussi une critique de tout ce qui peut exister. C'est-à-dire, on peut critiquer également les autres.
Ce qu'on voit apparaître avec la déconstruction, le décolonialisme, etc., ça, vous l'avez extrêmement bien dit, une critique unidirectionnelle. C'est-à-dire, on va critiquer uniquement l'Occident. On va déconstruire l'identité occidentale, on va déconstruire les catégories de pensée, les catégories de sensibilité, etc. Mais par contre, jamais on ne s'attaquera au monde musulman. Au hasard, qui est très facile. Ni à la Chine, ni chinois, ni indien autochtone, et c'est ça qui est étrange. C'est-à-dire que d'un point de vue moderne, occidental, c'est très facile à déconstruire. Ce sont des sociétés traditionnelles, hétéronomes. En Occident, la critique a été faite depuis 400 ans de ça. Ouais. C'est très simple. Et ces gens-là, donc les déconstructionnistes, vont viser la déconstruction de l'Occident uniquement. C'est ça qui est quand même extrêmement intriguant et qui est intellectuellement l'essor immédiatement de l'histoire de la philosophie. C'est ça, oui, bien sûr, c'est cette espèce d'aveuglement à toute autre critique, mais ce sont les idiots utiles d'un système dont, mais c'est ce que je le pense sincèrement. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont en fait au service alors on pourra là aussi y travailler. On parle de la Chine par exemple. On ne pense l'extractivisme que lorsqu'il est occidental, mais lorsque par exemple Xi Jinping se rend en Afrique du Sud avec 1,3 milliard dans la poche et qui rencontre le président d'Afrique du Sud qui fait un discours, pour le coup, anti-occidental en disant « Ah, quelle honte pour l'Occident d'avoir colonisé l'Afrique, merci à Xi Jinping de nous donner 1,3 milliard », enfin, il y aurait de quoi là. Je veux dire, on pourrait parler assez longtemps des enjeux stratégiques, par exemple de l'Internet en Afrique, où aujourd'hui, comme en France d'ailleurs pour l'Internet privé, mais c'est un autre discours sur Huawei qui est en train d'envahir par ses répartiteurs, par le dumping qu'il fait sur le matos, tout l'Internet africain et une plus grande partie de l'Internet français. Ça, c'est complètement dans l'angle mort de la pensée décoloniale, déconstructiviste, qui n'est là qu'au service de la déconstruction des intérêts occidentaux. Ils sont les idiots utiles d'un système aujourd'hui. Alors si on était cynique, mais ça vous le couperez au montage, c'est parce qu'on a beaucoup bu, mais vous n'auriez pas dû me faire boire. C'est mal. Ouais, mais il m'en faut peu, moi. Vous savez, à mon âge. Et donc on a affaire à des gens, par exemple aujourd'hui, des gens qui créent des secteurs de marché. On voit bien aujourd'hui que Louboutin fonctionne parfaitement avec toute la pensée subversive des Traoré, etc. Mais je veux dire, c'est pas anodin de voir que finalement, la seule concrétisation politique de la pensée décoloniale, c'est d'arriver à créer des secteurs de marché dans lesquels, autrefois, effectivement, les marges de la société étaient habitées par des gens qui étaient potentiellement dans la révolte et potentiellement dans l'action révolutionnaire. Mais aujourd'hui, on sent que les marges, grâce au décolonialisme, etc., sont en fait rattrapées par le marché, parce que autant de pensées marginales, autant de secteurs de niche qui donnent lieu à un nouveau Zara, un nouveau H&M. Si ton truc, c'est, parce que tu n'es pas transphobe, c'est de chercher des robes pour hommes. Il y a 10 ans, tu pouvais te sentir en révolte contre le marché qui ne tolérait pas que tu portes une robe. Aujourd'hui, tu vas trouver un rayon robe pour homme et soudain, ta capacité de révolte s'effondre et tu deviens un mec tout à fait content d'aller dépenser son pognon pour acheter une jolie robe chez Zara. Donc, pardon, je caricature un peu, je vous avais dit, vous m'avez fait trop boire. Mais quand je vous dis que ce sont les idiots utiles d'un marché, c'est exactement ça. Et je pense que les idiots utiles, ça parle aussi à la philosophie marxiste. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, ces gens-là, qui, on le voit bien, sont eux-mêmes colonisés par une pensée qui leur est étrangère. Moi, j'ai coutume de dire, le soir, quand je suis avec des amis comme ce soir, de dire que le décolonialisme que nous vivons aujourd'hui, ce sont les théories, c'est la French Theory exportée aux États-Unis, mal digérée par les protestants, et qui nous retombe sur les pieds 20 ans après. C'est-à-dire, tout ce que vous décrivez, en fait, on pourra en parler assez longtemps, mais passe en fait par cette espèce de filtre d'une morale protestante. Ouais. Après, ça a déjà été dit, mais ouais, il y a le côté aussi narcissique, c'est-à-dire effectivement, enfin ouais. Pour rentrer un peu plus dans les détails, mais quand on dit voilà, l'Occident qui s'autocritique, ça donne des gens, voilà, tout ce qui est en ce moment le côté LGBT qui je suis ni homme, mais de l'autre côté, on a une construction de société très normée à l'opposé, et après, si on rentre dans le côté un peu psychanalytique, c'est l'espèce de masochisme d'un côté et l'espèce de sadisme de l'autre. Ouais. Et quand c'était
je sais plus quel auteur, j'ai oublié, mais qui disait que faut pas oublier que le sadique c'est le dominant. Le maso, le maso c'est le dominant. C'est se mettre au centre en fait. C'est-à-dire nous l'Occident, on a le péché originel et c'est un espèce de tour de passe-passe pour reprendre aussi le pouvoir. C'est-à-dire voilà ce qu'on voit aussi dans la pensée décoloniale, c'est que jamais ils vont mettre en avant, par exemple, alors qu'on pourrait très, très bien le faire, et je pense que ça manque, par exemple, des savoir-faire qui ne sont pas occidentaux. Ils vont simplement décrire l'occidental comme le mal absolu, et décrire profondément pourquoi il est mal absolu, et ça va rentrer dans les détails, mais et du coup ça remet l'Occident comme central. Oui, complètement. Mais pardon. On le voit bien, l'Occident a été aussi la source de la conservation de milliers et de milliers de gestes folkloriques, scientifiques, autochtones. C'est l'Occident qui les a sauvés parce que simplement ils étaient perdus ou tués. C'est une espèce de gigantesque ânerie. Mais dans l'université, ça donne, puisque je reviens quand même au sujet, parce que sociologiquement je ne peux pas en dire grand-chose, mais dans l'université, effectivement, moi je dis toujours que c'est sûr que faire une thèse sur les conjonctions de coordination dans les traductions médiévales du XIIe siècle, bon, c'est chiant, mais bon, ça fait un peu progresser sur la connaissance de la langue, mais c'est chiant. Bon, je le sais, je l'ai fait, mais c'est chiant. Ouais, c'est vraiment chiant. Enfin, si j'avais 5 minutes, je vous dirais pourquoi c'est vraiment chiant. Bon. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant de parler de soi et de parler de son expérience d'homme construit, ou je ne sais pas, comme on a repéré une 50aine de thèses encore l'an dernier dans le rapport qu'on avait rendu sur ces récits de soi-même, d'ailleurs, où les thésards eux-mêmes disent qu'ils visent à la conscientisation de l'autre. Vous vous rendez compte? Alors je sais bien qu'aujourd'hui l'observation participative c'est mal, que l'objectivation c'est quelque chose qu'on ne doit pas revendiquer parce qu'il faut toujours avoir un savoir situé. Enfin, c'est une chose d'avoir un savoir situé, c'en est une autre de faire de son terrain de thèse le lieu de la conscientisation des pauvres mecs qui ne demandaient rien, qui rencontrent une thésarde qui vient leur expliquer qu'il faut être vegan, déconstruit, etc. Ça pose quand même une vraie question sur le rapport à la science. Les conjonctions de coordination, c'est chiant, mais c'est dur. Conscientiser l'autre à son idéologie, c'est plus narcissiquement, c'est plus satisfaisant. Or, aujourd'hui, les sciences humaines deviennent le lieu de cette dérive. Et nous, et vraiment au fondement de ce que nous revendiquons pour l'Observatoire, c'est de dénoncer non pas les disciplines, comme on entend dire, oui, là encore aujourd'hui, t'as le CNU, le Conseil national des universités, qui a fait une motion pour dire que, bon, faut en parler de ces cons-là en philosophie, mais bref, pour dire qu'on était le mal absolu parce qu'on critiquait des disciplines. Alors déjà, on a le droit de critiquer des disciplines, d'accord? Si vous voulez me faire taire, il faudra trouver d'autres moyens. Et je veux dire, les collègues de l'Observatoire, c'est pareil. Donc, vous ne nous ferez pas taire. Et ensuite, pardon, mais dans cette déconstruction des savoirs là, qui nous attribuent, les disciplines, nous ne les attaquons pas. S'il y a des gens qui ont envie de faire des thèses sur eux, qu'ils fassent des thèses sur eux. Nous, ce que nous critiquons, c'est que de cette grille de lecture, donc une grille de lecture, c'est une facilité dans l'université, donc de cette grille de lecture du genre ou de la race, découle doucement une grille de lecture pour tout un tas d'autres disciplines, la géographie, l'histoire, les lettres, qui ne sont plus des disciplines, mais qui deviennent des lieux d'application de ces grilles de lecture d'autres disciplines. Et là, ce qu'on dénonce, ce n'est pas les disciplines de sociologie qui font le job, c'est les collabos de l'autre qui sont infichus de revenir au structuralisme, aux fondamentaux de leur discipline, aux enjeux de la science, et qui s'approprient ça et qui nous sortent tous les jours un colloque sur genre et bande dessinée, genre et Proust, genre et communication, décolonisons les imaginaires, décolonisons le droit, le colloque organisé par le syndicat de la magistrature, décolonisons les imaginaires, décolonisons la communication, décolonisons le cinéma. Là, on a encore vu passer aujourd'hui sexisme et chansons françaises. Enfin, je veux dire, si on part du principe que la chanson française est sexiste, déjà, vous me dites ce qu'il y a de commun entre Patrick Bruel, Jean Ferrat et Bobby Lapointe, et Oldelaf. J'aime bien Oldelaf, pardon. Bon, bref, voilà, vous me dites ce qu'il y a de commun entre les trois, et ensuite vous m'expliquez pourquoi le sexisme est un donné a priori. Quand vous faites un colloque sur genre ou décolonisons l'imaginaire, je veux dire, on est bien d'accord pour dire que si on doit décoloniser l'imaginaire, c'est qu'on part du principe que l'idée que décoloniser, c'est faisable.
On ne cherche même pas à se dire que c'est faisable. C'est-à-dire qu'on part bien d'un truc préconstruit. Donc on est bien d'accord pour dire que là, ils importent des choses. Quand vous avez, pardon, j'adore cet exemple, mais je ne dois pas citer son nom, mais enfin une collègue en géographie qui fait ses cours à poil parce qu'elle explique que en géographie, le corps est un territoire. Enfin, je veux dire, c'est une figure de style. C'est juste une figure de style. Le corps est un territoire, l'anus comme laboratoire démocratique. C'est super, j'adore. Elle fait cours là-dessus. Moi, je suis fan, j'ai vu toutes ces vidéos. Bon, d'accord, waouh. Bon, depuis les années 70, les happenings à poil, on est un peu... c'est un peu passé de mode. Bon, en plus, bon, elle doit être très sympa, mais enfin bon, franchement, je sais pas quel est son objet, mais enfin, voilà. Mais techniquement, on est d'accord pour dire que beaucoup de gens se représentaient la géographie comme un truc où, allez, au pire, on faisait des cartes façon années 40 et au mieux, on faisait des GPS. Bon, c'est sûr que quand tu mets ton gosse à la Sorbonne, il revient de son premier cours de géographie en disant « Waouh, j'ai travaillé sur l'anus comme territoire démocratique », tu te dis déjà, d'accord, parlons-en, c'était traumatisant ou pas, et t'as même, assieds-toi, parlons-en, et t'as même pas le droit de dire que c'est traumatisant, parce que tu comprends, ça fait de toi un audio réac, voilà, bon, voilà. Donc c'est ça, nous, oui, tu vois, c'est ce glissement sémantique-là. Tu vois, ce glissement dans l'université qui fait que le genre, la race sont devenus des pré-pensées, des trucs prêts à penser. Donc on reprend avec, sur cette idée de langue woke, en fait, parce que ça tourne beaucoup autour des mots. Donc on a parlé de l'écriture inclusive, mais il n'y a pas que ça. Non, pas que ça. Comme tu le disais au début, tu penses que c'est central dans le wokisme? Oui, c'est central dans le wokisme pour plein de raisons. Déjà, premier point, je pense qu'on pourrait simplement montrer que le wokisme, alors dans l'université, à travers la création de concepts, par exemple, s'anglicise. Comme si, pour eux, la langue de l'intelligence, c'était évidemment l'anglais. Et fait de l'anglais, alors, évidemment, si on était taquin, c'est pas notre genre, mais on dirait quand même, tiens, c'est marrant, parce qu'eux qui dénoncent la colonisation en permanence, ils pourraient au moins s'inventer une langue de la liberté, merde. Je veux dire, ils n'ont qu'à créer leur propre langue. Non, ils vont chercher dans l'anglais des concepts comme la whiteness, voilà, ils transfèrent parfois des expressions mal traduites, comme la conscientisation, tu vois, pour woke. Et donc là, tu te dis que déjà, si tu veux, cette relation à la langue, alors évidemment, c'est vu par l'universitaire ou par le linguiste, mais tu te dis que si derrière cette incapacité à conceptualiser peut-être et à aller voir dans des théories qui s'expriment nativement en français des outils pour le faire, il y a quand même là une faiblesse. Alors est-ce que c'est une signe de soumission, une pensée qui leur semble plus noble que la nôtre? Peut-être, mais il y a déjà un truc à dire. Deuxième point, effectivement, tu l'as dit, c'est l'écriture inclusive, mais il ne faut quand même pas passer à côté, parce que l'écriture inclusive, c'est pas juste un délire de militants de clavier, même si c'est essentiellement des militants de clavier, mais c'est quand même un geste extrêmement subversif. Nous, on le voit arriver dans l'université, c'est quelque chose qui nous est imposé par l'administration. Et il faut quand même être conscient d'un truc, et après j'en dirai plus rien, mais ils ne veulent pas qu'on réécrive Proust ou Baudelaire ou Chrétien de Troyes en écriture inclusive. Ils veulent que la langue de l'administration se soumette à l'usage inclusif. Tu le vois dans le politique, c'est le tous et toutes. Il y a aujourd'hui un wokisme universaliste qui est assez marrant. Et aujourd'hui, ils disent tous et toutes, etc. Donc il y a une soumission politique de la langue de l'administration à cet usage, parce que, en fait, l'écriture inclusive fonctionne dans l'administration comme un signe clivant. C'est-à-dire tu peux très bien être quelqu'un de parfaitement tolérant et plein d'amour, mais écrire comme un vieux con, et puis être quelqu'un tolérant et plein d'amour, je ne dénie pas ça à tous les woke, et écrire en écriture inclusive. Eh bien, tout simplement, celui qui l'écrit en écriture inclusive est plus tolérant et plus pur dans son amour universel. Tu vois ? Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement gonflant quand tu es dans le refus, toi, de l'écriture inclusive, parce que derrière, tu vois bien qu'en fait, c'est un putsch qui s'opère. Je veux dire, on sait tous, depuis 1539 et Villers-Cotterêts, que la langue de l'administration, c'est pas anodin, que la langue du droit, c'est pas anodin, et donc c'est pas un hasard si les woke s'attaquent à la langue du droit. Parce que c'est le lieu où se construit, alors j'allais dire l'imaginaire juridique, mais c'est le lieu où se construit, en tout cas, la juridiction. Et progressivement, tu vois, cet espace-là s'envahir, parce que c'est le seul qui les intéresse, pas la littérature. Bon. Donc ça veut bien dire qu'à la fois, il y a une soumission à une espèce de pensée anglo-saxonne, anglophone, de ce qu'on appelle de common law, au détriment du droit continental, le droit anglophone et le droit latin. Et puis en même temps, il y a une volonté comme ça d'être subversif sur le droit latin. Et donc derrière, tu vois apparaître des expressions dont, quand tu les interroges un peu, tu te rends compte qu'elles expriment une espèce de foi absolue dans la langue.
quelque chose qui est extrêmement caractérisant là-dedans, c'est l'hypothèse Sapir-Whorf. On sait tous que ça vous parle, ça, l'hypothèse Sapir-Whorf, c'est le truc qui dit que depuis le début du XXe siècle, c'est un truc qui a duré 10 ans, tu sais, c'est la langue que tu parles conditionne ta pensée. Ça, c'est un truc, évidemment, c'est magique. Hein, ça passe par des concepts d'ailleurs de la linguistique. Tu vas trouver ça chez Austin, tu vas trouver une espèce de foi magique en la langue où ce que tu dis change ce que tu es. L'hypothèse Sapir-Whorf, bon, les linguistes, on sait que c'est con. Ça fait 90 ans qu'on sait que c'est con. C'est pas la langue qui fait ce que tu penses. Hein, c'est toi qui penses, parce que la langue est un organe en fait de ta pensée. Et puis cet organe de la conceptualisation, tu l'utilises pour dire des choses méchantes ou des choses gentilles. Enfin, j'ai l'air d'enfoncer des portes ouvertes, quoi, mais il faut rappeler des choses comme ça. Le sango est une langue qui connaît 500 mots de vocabulaire dans son lexique. 500 mots. Mais qui irait défendre que parce qu'il n'y a que 500 mots dans le dictionnaire, les gens qui parlent le sango penseraient moins que des gens qui parlent français? C'est complètement con. C'est une langue agglutinante. Ils n'ont pas de mots pour dire poussin, mais ils ont un mot pour dire coq. Bon, tu vois ce que je veux dire. Donc, je vais pas, voilà, bon, on s'en fout, enfin, Wali Tikondo, Menengue Tiwali Tikondo, c'est le fils de la femme du coq, c'est le poussin. Bon, passons. Donc, ça veut dire que la langue ne conditionne pas ce que tu es. Or, le postulat moral du wokisme par rapport à la langue, c'est de dire que la langue, si on change ta langue, tu deviendras meilleur. C'est effrayant. Il n'y a pas des pays de gens qui pensent bien et des pays de gens qui pensent mal parce qu'ils ont la langue qui leur permet de bien penser, la langue qui leur permet de mal penser. Il y a des cons partout, il y a des racistes partout. Mais ce postulat-là justifie chez ces gens qu'ils modifient tes habitudes orthographiques au nom du fait que si tu acceptes de modifier tes habitudes orthographiques, tu acceptes de te convertir moralement à plus de pureté et plus de conscience. Donc c'est ça l'enjeu. Or, c'est dégueulasse. Enfin, pardon, il y a le blog d'un odieux connard qui avait parfaitement résumé les choses il y a 3 ans. Je ne sais pas si vous lisez de temps en temps le blog d'un odieux connard. Mais il avait si je dis les hommes et les femmes sont égaux, bah pardon, mais je dis quelque chose de parfaitement respectable. Par contre, si je dis Yel et Aleus ne sont pas égaus à la fin, bah je dis quelque chose de profondément misogyne et dégueulasse. Mais le postulat, donc Sapir-Whorf qui dit la langue que tu parles change ce que tu es, et si je change ta langue, je change ce que tu es, c'est ridicule. Et donc typiquement, c'est pas parce qu'il n'y a pas de genre en arabe que les gens ne pensent pas le genre quand ils parlent arabe. Et c'est pas parce qu'il y a un genre en français qu'on pense différemment le genre. Voilà, il y a des cons partout. C'est pour ça qu'il y a très peu de différence entre les femmes et les hommes dans la société arabe. Absolument, c'est exactement la raison. C'est ce que je voulais dire, d'ailleurs. Mais du coup, enfin, ce que tu décris, on pense à 1984, hein, la novlangue, où voilà, pour éviter les mauvaises pensées, on va réduire le nombre de mots. Et c'est vrai qu'après, enfin, il y a ce côté-là, ouais, d'essayer de parler un jargon, parce qu'à la fin, ça devient un jargon que plus personne ne comprend à part les militants eux-mêmes. Mais il y a aussi la cancel culture, donc le côté de faire disparaître des mots, des concepts. D'ailleurs, le mot wokisme n'existe plus. Le wokisme, si on utilise ce mot, on est d'extrême droite, on est méchant, et il ne faut plus l'utiliser. Ouais. Alors que c'est bon. On peut plus nommer les mouvements qu'on prétend combattre, ou du coup on diminue un peu la pensée. C'est un peu aussi en prétendant améliorer les relations via la langue, il y a aussi une volonté de censurer en fait le discours. Mais exactement. Et c'est pour ça que je prenais l'exemple du sango. Je pensais à 84, j'aurais dû le dire, mais c'est ça. Personne ne dirait que, ce serait profondément dégueulasse et raciste de dire que des langues comme le sango permettent de moins penser. C'est absurde parce que la pensée, elle est là. Après, tu peux tabouifier les usages de la langue. Et ça, c'est le totalitarisme qui le fait. C'est-à-dire, je peux interdire je peux interdire des usages conventionnels, je peux interdire des mots, etc. Mais je n'empêche pas la pensée qui l'accompagne, tu comprends ? Et c'est là où il y a une pensée totalitaire qui s'exprime. Et du coup, ils sont complètement victimes, ou en tout cas, ils prétendent ou se revendiquent victimes d'une espèce d'illusion des figures de style. Ce que je disais un peu tout à l'heure. L'invisibilisation, c'est une figure de style. Mais comme ils l'érigent en réalité, ils en font quelque chose qui est, du coup, une réalité quasi magique. Tu sais, je ne dis pas ça complètement au hasard, parce que c'est quelque chose qui est décrit par Austin, cette idée que la langue instaure la réalité dans certains cas.
Je vous déclare mari et femme. Tu vois, ce principe qui fait que la langue instaure le monde. Butler n'a retenu que ça, l'idée que la langue instaure le monde. Et la performativité, c'est le concept d'Austin, c'est la performativité. Voilà, la langue instaure le monde. Et chez Austin, c'est très précis. Il y a quelque chose de magique chez Austin. Tu vois, il y a quelque chose que, bon, la langue change le monde. Mais il aimerait, c'était la fin de sa vie, il commençait à être un peu vieux, il avait travaillé avec. Bon. Oh, la magie. Butler retient ça. La langue instaure le monde. Dans les thèses aujourd'hui, on voit écrit noir sur blanc dans les postulats. On a cette phrase qui dit la réalité du chercheur advient par sa langue et le chercheur ne doit pas l'oublier. Ils ont cette foi dans l'idée que c'est la langue qui fait le monde. Un peu comme un décorateur de théâtre pourrait penser que le monde se résume à son décor. Il n'y a qu'une chambre, je ne regarde pas ailleurs. Ils ont des œillères. Et donc le monde, en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que derrière cette performativité, donc toute la langue, en fait, n'est ramenée qu'à un seul signifiant global, dont le signifié de dénotation, donc ce qu'il désigne, en fait, est systématiquement le plus de vertu. Et il y a une métaphore, et je terminerai là-dessus sur la langue, mais qu'il faut absolument dénoncer, parce que c'est quelque chose qui... Enfin, c'est la violence des mots. C'est une métaphore. La violence, elle est dans les gestes, on le sait depuis Socrate, pardon, alors, voilà, on le sait, tant qu'il y a de la parole, il n'y a pas de violence, parce qu'il n'y a pas d'action. Si je te traite de connard, je te traite de connard. Si je te dis je vais te buter, c'est pas gentil, mais c'est pas violent. La violence... c'est la tempête qui détruit un truc, c'est décapiter Samuel Paty. Voilà, ça c'est de la violence. Ça passe pas par la parole. Mais les gens qui te disent que la langue est violente, en fait, leur but, comme pour les woke, c'est d'éradiquer la violence de la langue. Mais en fait, c'est pas d'éradiquer la violence de la langue, c'est d'éradiquer la contradiction dans la langue qui est leur ressenti de violence. Donc en fait, ils veulent te faire taire. La métaphore de la violence en langue, c'est l'expression du totalitarisme woke. Il faut dénoncer ça, parce que les gens qui dénoncent la violence dans la langue, dans la parole, ou tous ceux qui adhèrent d'ailleurs à la performativité comme une espèce de pensée magique, sont en fait des gens qui sont des fascistes. Ce sont des gens qui veulent modifier le monde par la parole ou t'interdire de parler. Ils veulent te réduire au silence. Ça me fait penser à c'était Barthes qui avait dit que tout langage est fasciste. Bah oui, quel con. Voilà. Eux, ils sont vraiment là-dedans. Ils sont là-dedans, ils ne sont pas sortis de là. Ils veulent déconstruire la langue en tant que structure d'oppression, en tant que norme commune. Oui. La langue française, oui. C'est pas la langue anglaise, c'est très étrange, c'est pas la langue arabe, c'est pas le Wolof, etc. C'est vraiment la langue française. Une chose qui est très frappante, puisqu'on aborde la question du langage et des woke, c'est l'inversion du sens des mots. Moi, je suis extrêmement étonné. Il y a vraiment... Ça, c'est un mécanisme totalitaire. Hein, on parlait de novlangue. Mais par exemple, on parle de décolonialisme. Ce sont des gens... Leur discours n'est en rien décolonial. D'abord parce que la décolonisation a eu lieu. On ne peut pas dire que ce soit une extraordinaire réussite, puisqu'ils se précipitent dans les bras du colonisateur et ils viennent le déconstruire. On peut dire que la décolonisation, géopolitiquement, depuis 70 ans, n'a pas été une réussite extraordinaire. Donc son réclamé est assez étrange. Mais surtout que ce ne sont pas du tout des décoloniaux. Ils ont un discours de colonisateur. De condescendance. C'est ça qui est très étrange. Ouais. Les féministes ont, sur le thème du féminisme, leur discours, leur alliance notamment avec les islamistes, fait qu'en réalité ce sont des anti-féministes. Les néo-féministes, oui, les intersectionnels, bien sûr. Il y a en permanence une inversion. Les indigènes de la République, les indigénistes, alors, on sait qu'ils utilisent un terme, l'indigène est très particulier, l'indigénat, etc. Mais en français, un indigène, c'est quelqu'un qui vit dans le pays de ses ancêtres. Eux, je pense à Oye Boutelja, là, bien connue, elle ne vit pas dans le pays de ses ancêtres. Elle est algérienne, elle est née en Algérie. Elle n'est pas indigène. C'est très étrange, cette inversion exacte du sens des mots. Les racisés, ils se disent racisés, ce sont des racisants. Oui, complètement d'accord. Ils posent un monde découpé en races. Donc c'est très étonnant. L'antiracisme, aujourd'hui antiracisme politique, est très clairement raciste. Oui, bien sûr. Les curables, les dialogues, etc. Et donc il y a vraiment une inversion, point par point, du sens des mots. Absolument. C'est ce qui est extrêmement frappant. Bah oui, t'as raison. Mais c'est frappant surtout. C'est-à-dire que moi, je me souviens avoir été en débat sur un plateau de télé, donc je peux le dire, avec Sandra Logier, où je disais, mais vous réhabilitez un imaginaire raciste
Parce que vous êtes, dans une pensée essentialisante qui assigne les gens à une résidence identitaire, c'est une assignation identitaire, mais nous ne faisons pas ça, me dit-elle. Mais nous pensons la race et le genre. Donc en fait, c'est exactement ce que tu décris, c'est-à-dire que ce sont des gens qui réhabilitent le racisme, tout en prétendant, en fait, tout en se parant des vertus. Enfin, et c'est là que l'imposture est assez frappante, que ce soit dans l'université ou le monde de tous les jours, enfin, dans la société, dans le monde, dans le siècle. Mais effectivement, on a affaire à des gens qui se parent de la vertu du progressisme, tout en tenant des pires discours rétrogrades, victoriens, moraux, qu'on n'aurait pas osé entendre. Enfin, pardon, je parle comme un vieux con, mais dans les années 80, il y a encore 30 ans. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui nous font la leçon sur ce que nous sommes, sur ce que nous devons faire, avec qui nous couchons, dans quel état, dans nos lits, ce que nous pensons des voisins, etc. Et aujourd'hui, on est soumis en permanence à un regard victorien, effectivement, qui tout en même temps prétend nous faire la leçon du haut de sa hauteur morale et de sa pureté pensante. Et la langue, là-dessus, joue un rôle extrêmement intéressant. Les féministes dont tu parles, les néo-féministes ou les féministes intersectionnels aujourd'hui, construisent sur les ruines du féminisme universaliste une catégorisation de la femme qui quand même est absolument révoltante sur l'assignation identitaire. C'est-à-dire que au prétexte d'une espèce de bienveillance communautarisante qui fait que toutes les communautés devraient pouvoir trouver leur vie dans l'espace démocratique, derrière le prix à payer de cette pseudo-émancipation des communautés, c'est l'assignation identitaire qui fait que ma chérie, tu es musulmane, tu es née musulmane, tu vas porter ton voile comme toutes les musulmanes. Parce que sinon, comment je sais que tu es musulmane, moi ? Enfin, il n'y a pas plus racisant que ce discours-là. Et effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, tous les mots qui ont construit l'émancipation, on pourrait revenir à ce que c'est que la France, francus, franca, enfin, comment ce mot on est passé du bruit de la hache des francs au mot liberté, en latin, francus, franca, on a quelque chose qui est quand même constitutif de la France. D'ailleurs, ce serait intéressant au plan international de rappeler ça, c'est-à-dire que si aujourd'hui la France est sous le regard de l'international, si le New York Times réagit chaque fois que l'Observatoire du décolonialisme ose critiquer la pensée américaine, c'est parce que derrière la République française ou la démocratie française, il y a quand même une clé de voûte du droit continental. Le jour où on bascule, il ne restera plus grand-chose à sauver sur le continent européen. Et effectivement, cette subversion, alors évidemment, ça avance sous les habits du progressisme, gentiment, ça sourit, ça vous fait la leçon comme une petite vieille de l'époque victorienne. Et dans les faits, c'est raciste, c'est antisémite, c'est profondément nauséabond, et on n'a pas le droit de le dire. Et tout le monde adhère à cette idéologie-là. La question du langage et du wokisme amène une interrogation un peu plus profonde. C'est-à-dire, si ces gens-là font le contraire de ce qu'ils disent, et disent le contraire de ce qu'ils font, ça pose peut-être la question du sens profond de leur mouvement. Est-ce qu'on ne peut pas interpréter le wokisme et tout mouvement décolonial en général, même indigéniste, comme un mouvement dans sa version intellectuelle en tout cas, de rationalisation d'une perte de sens globale ? Que ce soit dans le langage, puisque vous parliez de l'entrée massive des termes anglophones, ça c'est un fait qui est dénoncé, quand même, le franglish, etc., depuis des dizaines d'années. Il y a une usure de la langue aussi, une insignifiance croissante des mots dans le discours public, le discours politique par exemple, est absolument consternant aujourd'hui. On a l'impression qu'on peut dire tout et n'importe quoi et tout passera et tout sera oublié. La question du genre, on nous sert des idéologies néo-féministes et dégenrées, etc. On sait qu'il y a un trouble dans le genre, l'expression est de Butler, mais est très bien trouvée en Occident depuis le féminisme des années 60. Est-ce que ce sont des mouvements qui ne sont pas simplement en train de rationaliser un vide, une sorte de fatigue civilisationnelle qui ne peut pas recevoir de réponse immédiate. Dernier exemple, le décolonialisme, il y a effectivement une question autour de l'assimilation des immigrés, une question qui ne se posait pas du tout de la même manière, en tout cas, jusqu'aux années 70 ou 80.
Et aujourd'hui, il y a effectivement une difficulté de l'intégration du fait de l'Occident, du fait de l'état dans lequel est l'Occident, du fait aussi de la résurgence des identités non occidentales. Et le décolonialisme peut être un symptôme de ce malaise-là. Et j'ai l'impression que dans la surenchère intellectuelle et verbale, on a en fait l'impression que c'est un mouvement qui ne fait qu'accompagner une désagrégation en faisant croire qu'il en est l'organisateur. C'est pas faux. C'est intéressant. En vous écoutant, je me disais, mais bon, moi, c'est vrai qu'on a un peu le nez dans le guidon parce que notre action, elle est à la fois de politique universitaire et de politique. Quand on prend le temps de réfléchir, on a cette espèce de millénarisme qui nous prend pleine gueule. En fait, on se dit, mais et effectivement, on a un peu le sentiment que le petit théâtre de la langue est sorti du théâtre de Ionesco ou de Brecht. Il a quitté la scène. C'est-à-dire que le théâtre, Théoma, il a ce qu'il donne à voir. Le théâtre n'est plus sur scène. Le théâtre a envahi le monde et le théâtre, la perte de sens des arts auquel on assistait avec la mort du roman, quoi, grosso modo, et du théâtre dans les années 70-80, aujourd'hui, atteint le monde qui finit par croire lui-même à la convention du vide lui dénoté de signification. J'ai en tête le texte Le signifié de réel de Barthes, là, où il dit que tout détail en littérature ne renvoie jamais qu'à la littérature elle-même et à rien d'autre. Comme si les gens aujourd'hui adhéraient à cette idée que derrière le monde, il n'y a rien d'autre, quoi. Et donc ils s'accrochent au langage. Il y a quelque chose d'intéressant là, qui se joue effectivement du point de vue de la perte de sens. On parlait de Castoriadis tout à l'heure, de la civilisation occidentale et de cette espèce de narcissisme qui n'est pas inintéressant. J'ai une vision malheureusement un peu plus triste du système parce que moi j'y vois l'absorption. Enfin pardon, mais je reviens sur une idée qu'on avait peut-être déjà abordée, mais sur l'absorption des marges par le capitalisme en fait. Et je reprends un peu cette idée qu'on avait tout à l'heure, c'est que je pense que le capitalisme qui défaillait ne peut plus tolérer en son sein des mouvements de subversion qui pourraient aboutir à une révolution née de la frustration autour de l'identité. Or, la question de l'identité, elle est évidemment consensuelle, centrale, c'est l'élément le plus simple pour atteindre l'individu dans son universel, enfin les individus à travers le monde. Et donc, je ne peux pas m'empêcher de penser que derrière cette reconstruction du sens que vous évoquiez, il y a en fait une façon pour le marché de vider la philosophie de la démarche critique qui était la sienne, qui était génératrice de marge, qui était génératrice de combat, qui était génératrice de subversion, au profit d'une réponse qui malheureusement est d'une médiocrité consternante, qui est celle de chacun à sa place dans le marché. Et j'ai peur il ne faut pas oublier cette dimension du... Ça fait bizarre de dire ça moi, mais dans la question du sens, dans la relation ontologique que l'individu a avec l'univers, le cosmos, avec peut-être la transcendance, on ne peut pas nier que dans le matérialisme tel que l'Occident l'a construit depuis maintenant 300 ans, il y avait ce risque que cette perte de signifiance aboutissent à une rédemption par le marché. Je n'existe pas parce que je suis, mon identité, je peux me la construire, ma langue, je peux me la construire, je suis qui je veux, c'est du Pessoa dans le texte, mais derrière, il y a l'idée que, du coup, ce qui fait ce que je suis, c'est l'insigne, donc l'insigne, la marque, la brandisation du monde, comme ils disent, et donc je n'existe qu'à travers, c'est un mot médiéval, c'est l'enseigne, le pendon, le fanon, voilà, je suis ce qui me décore, et donc il y a peut-être quand même là, je ne vais pas être complotiste à mon tour en disant qu'il y a une volonté de vider le monde de sa substance. Je pense qu'au contraire, les gens y adhèrent parce que le matérialisme, il y avait un risque dans le matérialisme de tirer vers la mercantilisation. Et cette mercantilisation redonne du sens aux marges, étouffe toute révolte en proposant des catégories d'identité qu'évidemment que nous jugeons depuis ce que nous sommes, depuis l'université, depuis nos cultures révolutionnaires, ouvrières, mais qui nous semblent médiocres, mais qui sont des solutions simples et faciles pour pouvoir répondre à la question que vous me posiez au début, d'où parles-tu ? La solution la plus simple, c'est de dire je parle depuis mon enseigne, je parle depuis ma marque, regarde à quoi je ressemble, je suis ce que je suis. Comme vous le disiez, ils mentent. Ils disent qu'ils ne regardent pas la couleur, ils ne regardent que ça.
quand Pape Diaye fait son rapport sur la diversité à l'opéra, il ne s'intéresse pas pour savoir s'il y a des vrais noirs ou des noirs déclarés et des blancs déclarés. Il compte les gens à la couleur de peau et au prénom. Il évoque le brown paper back test, le test du papier marron. Il n'y a pas plus dégueulasse. Quand ils font, pour nous critiquer, quand ils regardent la parité dans le colloque, ils ne regardent pas les hommes déclarés ou les genres déclarés, ils regardent les prénoms pour savoir si on est des vrais hommes ou des vraies femmes. Donc voilà, en fait, comme vous le disiez, ils ne disent pas ce qu'ils font, ils mentent, et quand ils mentent, en fait, ils nous disent « regarde ce que je suis dans mon apparence », ils ne cherchent pas la profondeur de l'individu. Et j'ai bien peur que le marché réponde à cette question. Oui, le marché y répondra de manière transitoire, parce que ce qui se dessine est plutôt un monde de tribus. Oui. C'est ça qui est en train de se dessiner. Malheureusement, Maffezoli avait peut-être pas tort. Et je suis pas sûr que le capitalisme là-dessus puisse durer dans un monde de tribus. Le capitalisme a besoin d'un minimum de monde universel, un minimum de commun. C'est vrai. Malgré tout. Moi, j'ai plutôt l'impression d'assister à la fin du monde moderne. Oui. Plutôt qu'à sa continuité, et à un retour de logique purement prémoderne, dans lequel le mercantilisme existe toujours, on est en train de le vivre, donc il parasite en permanence, mais je crois que la dynamique de fond est plutôt une sortie de tribalisation, une sortie de l'Occident, une sortie de la modernité, une retribalisation, beaucoup plus qu'une continuité de la modernité sous d'autres formes. Alors eux, qu'est-ce qui est frappant dans le communautarisme tel qu'il se construit, c'est que eux, en fait, ne pensent la démocratie non pas comme une représentation, mais comme une délégation. C'est-à-dire qu'eux, ce dont ils rêvent, c'est d'un empire, avec des délégués. Ah oui, ils rêvent d'un empire, ça c'est évident. Pour moi, c'est l'image de Star Wars. Hein. Nos députés participatifs portent tous le même costume, qui est l'image de la neutralité de l'État. Eux, ils rêvent d'une députation avec des Mohicans déguisés en Mohicans, des musulmans déguisés en musulmans, et tout ce que le carnaval des communautés peut promettre. Alors, si ça c'est une tribalisation, oui, vous avez raison. Malheureusement, dans l'Empire, il reste un minimum commun, qui est le pouvoir. Et je pense que le pouvoir, c'est le pouvoir de l'argent. C'est le pouvoir aujourd'hui de ceux qui luttent contre les États. Il y a un ennemi dont on n'a pas parlé des États, c'est celui de ces entreprises aujourd'hui qui prétendent être d'un droit supérieur au droit des États et qui organisent en fait ces mouvements. C'est le droit des réseaux sociaux, ce sont les GAFAM, Facebook, etc., dont le pouvoir est à mon avis beaucoup plus puissant dans la construction de cette fausse identité que tout ce dont on a parlé depuis le début. Alors après, je pense effectivement que des mouvements qui viennent du bas et du terrain comme l'islamisme, des mouvements qui viennent du haut par l'argent, sont en train de converger vers la construction de cet empire. Ça, c'est vrai. Malheureusement, est-ce que ça déconstruira l'argent? Est-ce que ça déconstruira le marché? Ça, j'en suis pas convaincu. Donc, à voir. À voir. En tout cas, il ne faut pas oublier ça parce que ça va, à mon avis, ça va être de plus en plus actif dans les prochains mois. Une dernière question, c'est est-ce que tu veux renvoyer à des ouvrages ou à des choses à lire sur le même sujet? Ah, sur le sujet? Non, j'allais parler des miens. Oui, aussi, bien sûr. Non. Lisez l'Observatoire du décolonialisme, rejoignez-nous dans ce combat en vous abonnant, par pitié, soutenez-nous quand on dit des choses sur Twitter. Nos ouvrages, vous les connaissez. Moi, je sors un bouquin en septembre qui est un manuel à destination des parents nantis d'un enfant woke. Pierre-André Taguieff a sorti 8 ouvrages depuis le mois de janvier. Nathalie Hennig, Pierre Vermeeren, rejoignez-nous plutôt sur le site. Vous venez d'entendre le 2e épisode de la première saison du podcast Hérétique. Pour compléter l'émission, les liens sont disponibles sur le site hérétique.fr. Le prochain épisode sera disponible dans 2 semaines. Ce sera une entrevue avec Naëm Bestanji sur son ouvrage Le linceul du féminisme, caresser l'islamisme dans le sens du voile.